Les croyants ont été très choqués, bouleversés. Beaucoup d'ailleurs refusent de croire aujourd'hui encore que c'est le neurone qui produit l'âme et non la transcendance. Un ordinateur fait de viande, c'est ça un cerveau. Un cerveau, c'est un ordinateur fait de viande, avec un mode de fonctionnement un peu particulier, mais qui, in fine, est un mode de fonctionnement binaire quand même. Ma conviction, c'est que, en réalité, la neurorévolution qui est en cours, la révolution dans notre compréhension et dans notre maîtrise, dans notre capacité à bricoler le vivant, vous concerne directement, car votre métier va de plus en plus se séparer de l'IT traditionnel pour devenir un métier de cogniticien, dans lequel le code, l'informatique ne sera qu'une pièce et aura fusionné avec les sciences du cerveau. On va parler un petit peu de l'histoire de notre cerveau, mais on va surtout parler de la façon dont GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et surtout Google sont en train de prendre le contrôle des neurotechnologies, c'est-à-dire des technologies du cerveau. Par leur maîtrise des technologies NBIC, ils deviennent les maîtres de la compréhension, du bricolage et de la manipulation, au sens noble du terme, du cerveau. Bien sûr, cela pose quelques petits problèmes de business model et beaucoup d'industriels, notamment européens, ont tendance à se voir dans la peau du pingouin qui tombe dans la gueule de l'orque, qui est très très astucieusement situé avec le bon business model, comme vous pouvez le constater. Et puis on parlera aussi des problèmes éthiques, parce que manipuler le cerveau, hacker le cerveau, pose évidemment des problèmes éthiques, moraux, philosophiques, politiques, absolument majeurs. Le cerveau, c'est la dernière frontière. C'est l'ultime frontière. C'est la chose la plus importante au XXIe siècle. Notre maîtrise du cerveau, elle s'améliore et nous commençons à comprendre son fonctionnement. Ce qui est clair, c'est que le neurone a 550 millions d'années. Les premiers neurones sont arrivés au moment de l'explosion du Cambrien, dont vous voyez un fossile là, alors que le transistor n'a que 60 ans et la loi de Moore 50 ans. L'évolution du neurone est extrêmement lente. En 550 millions d'années, le neurone n'a pas beaucoup bougé. Bien sûr, le cerveau humain est l'objet le plus complexe de l'univers connu. Mais c'est lent, 550 millions d'années. Alors que le transistor, en 60 ans, c'est-à-dire 10 millions de fois moins, se rapproche des performances du cerveau humain. Les neurosciences, l'informatique sont en train aujourd'hui de converger progressivement. Et c'est en cela que vous allez devenir des ingénieurs du cerveau, des cogniticiens, bien davantage que des codeurs. Vous connaissez tous l'histoire. On a commencé par Turing, ce génial inventeur de l'informatique moderne. On est passé par Moore, et vous savez que la puissance des serveurs informatiques a été multipliée par 1 milliard sur les 31 dernières années. L'évolution de la puissance informatique est spectaculaire, je ne vous apprends rien. La connaissance du cerveau, elle est plus récente. L'homme neuronal, Changeux, c'est il y a 30 ans, et puis Edelman, la découverte de comment fonctionne l'âme et la conscience et comment l'âme est produite par les neurones, c'est 92. Edelman a eu le prix Nobel. Les croyants ont été très choqués, bouleversés. Beaucoup d'ailleurs refusent de croire aujourd'hui encore que c'est le neurone qui produit l'âme et non la transcendance. Aujourd'hui, un certain nombre de programmes en Amérique du Nord et en Europe cherchent à comprendre le fonctionnement du cerveau humain et notamment le connectome, c'est-à-dire de comprendre comment fonctionne l'organisation des 100 000 milliards de synapses qui connectent nos 100 milliards de neurones. Et on estime que la compréhension du connectome, c'est-à-dire de toutes nos synapses,
nécessite une puissance de l'ordre du zétaflop, c'est-à-dire une puissance que l'on atteindra vers 2029-2030 si l'on en croit les prophéties d'Intel. Nous rentrons dans le XXIe siècle qui est fondamentalement le siècle du neurobusiness. Le XXIe siècle est le siècle du neurobricolage et du neurobusiness. La majeure partie du business mondial, c'est un neurobusiness, c'est un business du cerveau. Et Google fait partie du business du cerveau, c'en est même le leader mondial. On ne parlera bien plus tôt d'informatique. On parlera de cognitique, de science du cerveau, et l'informatique ne sera qu'un petit morceau de la cognitique. Un ordinateur et un cerveau, c'est différent. Le cerveau est massivement parallèle, ce qui n'est pas le cas des ordinateurs, vous le savez bien, mais fondamentalement, un ordinateur fait de viande, c'est ça un cerveau. Un cerveau, c'est un ordinateur fait de viande, avec un mode de fonctionnement un peu particulier, mais qui, in fine, est un mode de fonctionnement binaire quand même. Le neurobusiness, c'est bien sûr d'abord lire le cerveau, comprendre, avec des électrodes ou sans électrodes, c'est le métier historique de Google. C'est aussi aider le cerveau, nous aider à retenir des choses, nous aider à nous orienter, nous aider à stocker. Puis renforcer le cerveau. Et puis après, fabriquer du cerveau biologique, et on va voir que c'est quelque chose qu'on commence à faire, de fabriquer du cerveau en éprouvette, et puis de fabriquer du cerveau siliconé, c'est l'intelligence artificielle. Nous ne sommes qu'au début de l'intelligence artificielle, mais le XXIe siècle est encore long. C'est également réparer le cerveau, sélectionner les cerveaux, interfacer le cerveau avec des composants électroniques, ce qu'on appelait jadis cyborg, et que l'on appelle aujourd'hui de noms plus poétiques, et puis bien sûr transférer le cerveau sur des microprocesseurs, et vous savez tous que c'est l'obsession des dirigeants de Google. Vous les geeks, votre vrai métier, c'est pas de pisser du C++, c'est d'être neurohacker. Le code, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le code qui modifie le cerveau, qui modifie le cerveau biologique, qui agit sur le cerveau biologique, mais qui agit aussi sur les cerveaux non biologiques. Beaucoup d'entre vous ici passent le plus clair de leur temps à essayer de convaincre Google de bien crawler les pages qu'ils ont produites. C'est bien une forme particulière de neurohacking. C'est la façon de hacker l'intelligence artificielle embryonnaire qu'est Google. Vous êtes fondamentalement des neurohackers et je suis étonné qu'une profession aussi moderne et aussi prospective que vous l'êtes n'ait pas encore compris qu'elle va devoir s'intéresser à la neurologie et aux sciences du cerveau et que son métier va radicalement changer parce que la fabrication du code traditionnel va être très largement autonomisée. La révolution de l'automation et de la robotique au XXIe siècle ne concerne pas que les livreurs et les ouvriers, elle concerne aussi le monde de l'IT, qui va devoir migrer vers des fonctions de neurohacker et qui probablement demain ne pissera plus de code. Pisser du code n'étant pas du tout péjoratif, hein, je suis comme vous un geek, donc c'est très noble de pisser du code. Mais c'est un métier qui va disparaître sur 10 à 30 ans. Dans l'univers de la Silicon Valley tel que nous le connaissons, contrôlé par GAFA, il est clair que les acteurs de la Silicon Valley, et notamment Google, sont comme cet orque léopard, et les petits business verticaux sont ce pauvre
pingouins tétanisés. La Silicon Valley au sens large du terme, et Google en particulier, ont égorgé beaucoup de métiers et ils vont continuer. D'ailleurs, chez Leclerc, ils sont restés le cul par terre quand ils ont réalisé dans la dernière enquête Saatchi qu'Amazon est plus aimé et plus respecté que Leclerc en France maintenant. Parce qu'Amazon maîtrise mieux les neurotechnologies et a un meilleur moteur informatique que le site leclerc.com. D'autres métiers demain seront menacés, tous les métiers de l'automobile avec la Google Car, et je ne vous parle pas d'AXA qui pourrait être balayé rapidement au jeu du Googleopoly. Regardons un petit peu le monde sous un jour différent de celui sous lequel on le regarde d'habitude. Il y a un choc technologique en cours. Autour des NBIC, bien sûr, avec des lois exponentielles, la loi de Moore n'en étant qu'une. Autour de Google, surtout, qui, imprégné d'une idéologie transhumaniste, change toutes les règles du jeu. Dans l'informatique, mais aussi dans l'aéronautique, dans le monde spatial, dans le monde automobile et maintenant dans le monde de la santé. Ce choc est un choc majeur. Nous l'avions, avec mon ami David Angevin, il y a quelques années, prévu dans un livre d'anticipation, Google Démocratie. Cette prophétie d'un Google totipotent se réalise aujourd'hui. Les NBIC sont aujourd'hui contrôlés globalement par Google. Google a commencé par l'informatique et les sciences cognitives, et puis maintenant il est rentré massivement dans les nanobiotechnologies, avec Calico qui se fixe comme objectif d'augmenter l'espérance de vie humaine. La valeur économique est en train de migrer des différents secteurs, du médicament, de la distribution, de la finance, vers le data mining, le big data, les NBIC, les algorithmes. L'algorithmique est un trou noir de valeur particulièrement bien maîtrisé par Google. Dans les 30 à 40 années qui viennent, nous allons voir l'automatisation des métiers intellectuels. Vous avez probablement vu que la Harvard Business Review vient de publier un article qui montre qu'un algorithme choisit mieux un candidat à l'embauche qu'un spécialiste des GRH. L'algorithme coûtant quelques dollars et le spécialiste des GRH 200 000 $ par an. L'industrialisation, l'automatisation des tâches intellectuelles va être redoutable. Et elle est au cœur de cette problématique neurotechnologique. Ce Google démiurge, maîtrisant toutes les technologies, est aujourd'hui incontestablement le leader mondial des neurotechnologies. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'agenda caché. Le Googlestan, ce n'est pas un pays. Ce n'est pas une contrée. Le Googlestan, c'est notre cerveau. Le projet politique sur le cerveau de Google, il y a des milliers de pages qui ont été écrites par les dirigeants de Google, par Kurzweil, mais pas uniquement par Kurzweil. Google ne fait pas du business. Google fait de la neurotechnologie. Quel est le point commun entre les Google Glass, les nouvelles lentilles Google pour le suivi des diabétiques, la robotique, Google Calico en neurotechnologie, Google Maps, Google Car, le nouveau système d'exploitation pour les montres, Nest, la domotique, l'intelligence artificielle, DeepMind, la génétique avec 23andMe, Android, etc., etc. Le point commun à toutes les ventures de Google, à tout l'empire Google, c'est le cerveau. Google a pour ambition de fusionner l'IT et la neurologie, et en cela, Google a compris votre métier avant vous. Car bien peu de gens dans votre univers s'intéressent à la neurologie,
ont embauché dans leurs entreprises des neurologues ou des spécialistes de la neurologie. Fusionner le neurone et le silicium est l'objectif en plusieurs étapes que je vais vous décrire. Google est donc un neurotechnologiste qui, par sa maîtrise de tout le spectre des technologies NBIC, est devenu dès à présent l'entreprise la plus puissante au monde. Plus puissante qu'aucune autre entreprise n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Merci pour cette belle présentation. Votre conclusion, je la prends plus comme une mise en garde. Est-ce qu'à votre avis, on est sur une tendance positive, salutaire et plutôt florissante pour l'humanité, ou vraiment on est sur une tendance autodestructrice et plein de chaos? Merci. Il est absolument impossible de répondre à cette question. Il n'y a pas de raison qu'il y ait dans les décennies qui viennent qu'il n'y ait plus de salauds. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait plus de Pol Pot ou de Staline. Si une dictature s'installait avec les outils dont nous venons de parler, nous pourrions effectivement être en dictature éternelle. Donc ce serait un scénario profondément noir. D'un autre côté, le potentiel des technologies NBIC, il est formidable. Un peu effrayant pour ma génération, qui n'est pas préparée à ça. Mais d'augmenter l'espérance de vie, d'augmenter nos capacités est quelque chose de plein de promesses. Donc, je crois qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'imaginer de façon très fine les scénarios qui vont se dérouler. Ce qu'on peut dire, c'est que le potentiel de la technologie, il est infini et qu'il n'y a aucune limite technologique. Il peut y avoir des limites politiques et philosophiques, mais en tout cas, il n'y a pas de limite technologique. Tuer la mort n'est pas très compliqué. Renforcer le cerveau n'est pas très compliqué. Interfacer le cerveau avec des composants électroniques, on le fait déjà dans la maladie de Parkinson, on pourra le faire demain chez les gens qui ne sont pas atteints de pathologie. Tout ça, ça n'est plus de la science-fiction. C'est de la médecine réalité à quelques années d'entre nous. La science-fiction aujourd'hui, il en reste. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière et on ne peut pas voyager dans le temps vers le passé. C'est ça la vraie science-fiction. Tout ce dont on a parlé, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la science du XXIe siècle. C'est déjà là. Donc tout ça, c'est fastoche. En revanche, d'aller sur Alpha du Centaure en 15 minutes paraît un peu compliqué compte tenu de notre connaissance actuelle des lois de la physique. Alors, comme d'habitude, la technologie, elle est en fait neutre. Elle n'est ni positive ni négative. Aucune technologie n'est soit positive ou négative, c'est une banalité, elle dépend fondamentalement de l'utilisation qu'on en fait. Le point important, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la société civile et il faut qu'il y ait une discussion. Je ne partage pas le point de vue des transhumanistes qui pensent qu'on peut faire passer la révolution NBIC en général et la neurorévolution en catimini et qu'il ne faut pas réfléchir politiquement et philosophiquement avant l'arrivée de la vague. Je pense qu'il faut réfléchir. Je ne suis pas certain que nous ayons intérêt dans les 30 ou 40 années qui viennent à être implantés pour faire du brain enhancement. Je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à modifier radicalement notre humanité biologique. Et je pense qu'en tout cas, il faut qu'il y ait un débat politique, philosophique prolongé, sans doute de plusieurs décennies, avant de modifier de façon irrémédiable et irréversible notre humanité. Mais c'est une vision d'un homme de mon âge. Il est probable que mes enfants et mes petits-enfants penseront différemment et auront une vision beaucoup plus décomplexée avec la technologie. D'ailleurs, je me considère comme un geek et mes enfants me considèrent comme un vieux con en technologie. Donc le processus est déjà enclenché.